retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois du book haul du mois de mai 2023 avec pas moins de 15 romans comme vous avez pu voir sur la miniature. Donc on va tout de suite commencer. Le premier, c'est un livre que j'ai pris sur Vinted grâce à une connaissance de lecture sur un Discord. Elle le mettait en vente via son Vinted. Attention spoiler d'Olivia Haddad, donc une romance. On nous dit, et si vous viviez une histoire d'amour avec votre idole? Acteur d'une série à succès, Marcus n'est pas une star comme les autres. Sous son image de playboy, il a plus d'un secret à cacher. Il se moque des ratés scénaristiques de la série dans laquelle il joue à travers des fanfictions qu'il publie sous pseudonyme. Si quelqu'un découvrait son identité, ça serait fini de sa carrière à Hollywood. Amatrice de fanfic et de cosplay, April est bien décidée à assumer ses rondeurs. Quand elle publie en ligne une photo d'elle costumée, sa beauté XXL lui vaut une pluie de commentaires haineux. Marcus joue les chevaliers blancs et l'invite à dîner, sans savoir qu'il a affaire à la jeune femme avec laquelle il échange des messages sur le forum depuis bien longtemps. Leur rencontre fait des étincelles, et la réalité dépasse la fanfiction. Voilà, donc ça, une petite romance. Attention spoiler, Olivia Haddad, chez Hauteville. Je l'ai eu pour 2 ou 3 euros. Donc franchement, on va pas se faire prier, c'est pas cher. Le deuxième livre, je ne l'ai pas payé puisque je l'ai trouvé en boîte à lettres. Henri Lovenbroek, La Moria, Le cycle des loups, l'intégrale 1 chez France Loisirs. C'est une édition France Loisirs. Voilà, je l'ai trouvé dans une boîte à lettres sur Suisse. J'en avais entendu parler, ça parle de loups, enfin je pense, hein, vu la couverture, ça m'intéressait. Aléa, jeune orpheline solitaire, dérobe un jour une bague qui lui confère des pouvoirs étranges. Politicien et religieux convoitent autant qu'il redoute cet élu aux facultés uniques. Serait-elle appelée à devenir la Samildanark, l'élu des druides, à qui revient la charge de façonner l'avenir du monde? La guerre est proche et gronde. Le destin de l'île de Galia est sur le point de basculer. Voilà, et donc en plus il me semble qu'il y a plusieurs intégrales et que c'est la première, donc tant mieux. Celui-là je ne l'ai pas payé. 15 livres, mais certains, voilà, pas très cher ou pas payé. Après bon, il y en a certains, comme celui-ci, je l'ai payé plein pot. C'est Plaisirs violents de Chloé Gong chez De Saxus, la magnifique édition collector avec le très beau jaspage. L'intérieur, il se présente comme ça. Et la couverture. Il est quand même très beau, moi je l'aime beaucoup. Et le jaspage aussi. D'ailleurs, il est lu celui-là, hein, je peux vous dire. Je vous le dis déjà, je l'ai beaucoup aimé. Il faut que je lise le tome 2. Mais c'est comme, voilà, l'intérieur, comme beaucoup de romans. J'ai, voilà, beaucoup de sagas en cours ou de duologie. Dans ces plaisirs violents, on est en fait dans la Chine des années 1920. Voilà. On est en quelque sorte sur une autre planète. Dans les années 1920 où en fait on a Juliette qui est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters qui revient après plusieurs années exilée aux USA à Shanghai, et on a Roma quant à lui qui est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Voilà, on est sur une réécriture de Roméo et Juliette à la sauce de Shanghai asiatique dans les années 1920 avec les armes de l'époque, les conflits politiques qu'il y avait à l'époque en 1920 dans ces contrées. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais lire la suite, je vous fais pas plus le résumé. Réécriture de Roméo et Juliette en 1920 à Shanghai. C'est vraiment les gros points à retenir pour ces plaisirs violents de Chloé Gong chez De Saxus. Certains comme celui-là, je me rappelle, puisqu'en plus je l'ai lu, je vais assez vite parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, paru chez Big Bang, filiale de Brajlon, dans l'édition Grimoire. Donc vous avez les pages, je ne sais pas si vous verrez, mais les pages sont comme un effet de grimoire. La couverture est toute jolie. Et dessous, eh bien déjà, vous avez une première page de garde qui est très belle avec cette illustration. L'autre page de garde que je préfère presque à la première. Enfin, les deux sont très jolis. Et le relié en lui-même, j'aime beaucoup ces couleurs.
Et en plus, on a des petits flacons, hein, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, des petits flocons. On est sur une petite nouvelle, parce qu'il n'est pas très épais, il fait genre moins de 300 pages hein, de mémoire. Ou tout juste. Qu'est-ce que je vous dis? Même pas 200. Même pas 200 pages. Donc oui, on est sur une nouvelle dans l'univers de Sorcery of Dawn Manor de Margaret Rogerson, qu'elle a écrit donc des années plus tard, parce que les fans avaient envie de se replonger un petit peu avec nos héros, Elisabeth, Nathanaël, Elisabeth et Silas. Silas qui est là sur la couverture, en forme de chat, dans sa forme féline. Donc voilà, on replonge, on est quelques mois après les événements survenus dans le one-shot de Sorcery of Thorns, pardon. Et Elisabeth, Nathanaël et Silas vont se retrouver avec la demeure, le manoir Thorn, qui fait des siennes en fait. Il va faire des petites choses magiques et ils vont devoir élucider ce mystère pour pouvoir sortir du manoir. Voilà, donc Margaret Rogerson, après une interruption à cause d'un avion qui passait juste au-dessus, je disais donc, je ne sais plus. Voilà, petite nouvelle donc de Margaret Rogerson, Mysteries of Dawn Manor chez Big Bang. Ensuite, j'ai pris le relié toujours de, il est à l'envers, Chasseur de flammes, le tome 2, qui est donc Libérons les étoiles de Hafsa Faisal. Ah, c'est les sables d'Arawiya, d'ailleurs, le nom de la saga. Par contre, je m'excuse, il est dans la pile de livres à chroniquer et il a un jaspage, comme vous pouvez voir. Mais peut-être vous ne verrez pas à la caméra, j'espère, parce qu'en fait, il accroche beaucoup les poils de chat. Peut-être c'est la couleur du jaspage qui fait qu'on s'en rend compte. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture aussi. Il est très très beau. Le voilà, avec un lion. Et l'intérieur se présente comme ça. Et il y avait dans la jaquette, côté réversible, la carte du monde. Dans Chasseur de flammes, là c'est le tome 2, donc je ne vais pas vous raconter. On va suivre, en fait, on est dans un fantasy complètement inventé, d'inspiration un petit peu Mille et une nuits, Arabie, etc. Orientale du coup. Et en fait, on va suivre plusieurs points de vue, plusieurs personnages, dont Zafira. Zafira qui est une chasseuse. Normalement, les femmes ne sont pas chasseuses, elles se déguisent en hommes au début du tome 1, depuis des années, pour chasser, pour nourrir son peuple, qui viennent d'un des coins du royaume, parce qu'il y en a plusieurs de royaumes. Ah, vous voyez sur la carte, il y a plusieurs royaumes en fait. Alors, qui sont tous régis par contre par le sultan. Le chef suprême, c'est vraiment le sultan. Zafrina qui se fait donc passer pour un homme quand elle va à la chasse. Et Nassir qui est le fils du sultan. Mais il n'est pas que le fils du sultan, c'est aussi... Ah, j'ai plus le nom. Pourtant, je l'ai lu, la duologie, elle est finie. J'ai plus le nom. Mais Nassir n'est pas juste le fils du sultan. En fait, il fait les sales besaces que son père lui ordonne. Je crois qu'il a un nom autour de la mort. Je sais pas, la nuit de la mort, ou je sais plus exactement. Mais voilà. Donc lui, il se voit confier comme mission de retrouver la magie, parce que la magie n'est plus dans le royaume, dans les royaumes. Elle existait il y a des années de ça, et elle a été... il lui est arrivé quelque chose. C'est lié à une île centrale, qui est l'île de Char. Et en fait, Zafrina va être envoyée sur l'île de Char pour retrouver quelque chose, pour permettre à la magie de revenir. Nassir aussi, mais en fait, lui, il est surtout, son père l'envoie parce qu'il veut qu'on se débarrasse du chasseur. Son père, le sultan, a découvert que le chasseur avait été déployé pour aller sur l'île et il veut que Nassir lui ramène le chasseur. Pas par gentillesse, hein, vous imaginez bien. Et sur l'île, ils vont devoir s'allier, ils sont là avec d'autres gens. D'autres gens vont débarquer aussi sur l'île. Et on a tous ces points de vue. Donc on a Zafri, et dans le tome 2, encore plus, on a Zafira, Nassir, Kifa. Qui c'est qu'on a encore? Altaïr.
et les autres ne me reviennent pas. Mais voilà, comme vous voyez, il y a plusieurs points de vue. Donc, moi, je vous dirais tout simplement fantasy orientale, en duologie, avec un Enemies to Lovers, bien entendu. Ça, c'est déjà lu là aussi. Donc, Chasseur de flammes, ou plutôt le nom de la saga Chasseur de flammes, c'est le nom du premier tome. Le nom de la saga, c'est les Sables d'Araouia. Libérons les étoiles, le tome 2 de Hafsa Faisal chez De Saxus. Et là, c'est donc lu, comme je vous ai dit. Ensuite, j'avais participé à une campagne Ulule que j'ai reçue ce mois-là. Voilà l'été, Petit Shiba de Laetitia Arnaud. Je vous ai très certainement déjà présenté lors d'une vidéo Hollande Blabla. Voilà l'intérieur. Une petite illustration. Un petit livre qui se lit autant avec les enfants ou les enfants tout seuls ou un adulte tout seul qui a juste envie de passer un petit moment doudou dans une soirée après une dure journée de travail ou après avoir lu un livre très difficile émotionnellement ou très complexe. Donc voilà, voilà l'été, Petit Shiba de Laetitia Arnaud chez Twinkle Édition. Ça, c'était donc une campagne Ulule. Ensuite, j'avais profité chez Payot, les librairies suisses. Il y avait une promotion sympa. 3 poches achetées, le 4e offert. Parce que moi, dans mon petit coin de France, dans les intermarchés et compagnie, l'année passée, il n'y avait pas cette promotion. Cette année, elle y est, mais elle ne m'arrange pas en fait. J'ai regardé les titres qu'ils proposent, ça ne me plaît pas du tout. Alors que Payot, en Suisse, l'avantage, c'est que c'est une librairie déjà, et ils ont vraiment été top, et ils l'ont refait cette année, mais je ne peux pas budgétairement cette année, parce que leur promo est sur tous les formats poche. Par exemple, à Intermarché, il y a la promo qui est valable sur 2 petits rayons. Un rayon pour le livre de poche et un rayon pour Pocket, je crois. Mais il faut prendre 3 livres de la colonne du petit présentoir Pocket. Il faut prendre 3 livres, enfin en l'occurrence c'est 2 livres, 3e offert. Il faut prendre 2 livres, donc 3 en tout, dans celui sur le petit étalage, les livres de poche. Donc forcément, vous en trouvez des fois un, mais en trouver 3, voilà, c'est des petits étalages. Alors que chez Payot, c'était vraiment tout poche, pocket, le livre de poche, je sais pas moi, Milady, enfin voilà, tout ce qui est en poche et y compris les éditions anglaises. Donc toutes les maisons d'édition anglophones, que ce soit, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a en anglais Bloomsbury, voilà les plus connus, imaginons qu'ils fassent des poches, c'est égal. Et c'est pareil, tout ce qui était en allemand et tout, puisqu'en Suisse on parle allemand, c'était valable sur toute poche de magasin pratiquement. Donc, et même des fois des nouveautés. Donc franchement, c'est pas le genre de choses que je fais d'acheter sur Suisse, parce que voilà, les prix sont aberrants en Suisse. Les Français se plaignent, mais les Suisses c'est pire. Alors après, oui, le taux de vie d'un Suisse est différent. Oui, un Suisse gagne plus qu'un Français, mais même moi qui gagne plus qu'un Français, vis-à-vis d'un salaire suisse, mon salaire est considéré comme pauvre en Suisse. Il ne me permettait même pas de m'acheter, de me louer un studio convenablement dans la région où je vis, c'est pour vous dire. Pourtant, je gagne plus qu'un Français moyen. Mais du coup, les prix en Suisse sont abusés. Un poche, bah là, le dernier poche que j'ai acheté chez Hugo, c'est Anatrice. Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages. Pile poil 15 francs suisses. Et à l'heure actuelle, l'euro est plus cher que le franc suisse. Donc ça fait à peu près 16 € le bouquin. Un poche de chez Hugo. Un poche de chez Hugo. Alors ok, là le Anatrice il fait 600 pages je crois, il est assez épais. On va dire qu'il est peut-être 8 ou 9 €. Mais en Suisse non. 15 balles suisses, 16 €. Donc autant vous dire que je n'achète jamais de livres. Et pourtant c'est des très belles librairies. Mais c'est pas de la faute des libraires. J'ai découvert dernièrement lorsque j'ai rencontré CS Paquette, dans la file d'attente devant nous, il y avait une dame qui travaillait chez les librairies Payot. Et elle m'a bien dit, ce n'est pas les librairies suisses qui fixent les prix, c'est les maisons d'édition. Donc tout ce qui est Hugo, tout ce qui est français, Brajlon, Hugo et compagnie, c'est eux qui fixent leurs prix pour l'étranger et pour la Suisse. Donc c'est eux qui haussent les prix. Vous, en France, vous trouvez que c'est cher et c'est alors 8 € et on paye 16 € en Suisse le même bouquin. Voilà, mais c'est une maison d'édition, c'est pas la Suisse qui a choisi ça
Nana m'a dit c'est imposé, c'est les maisons d'édition françaises qui nous donnent leurs tarifs. Autant vous dire que je n'achète jamais. Mais là, bon, j'ai dit 3 livres, le 4e offert. Bien sûr, ils en profitent, hein, ils mettent le moins cher. Celui qui était peut-être à 12 euros, parce que là j'en avais 12 francs suisses, 12 euros à peu près. J'en avais à 15 francs, j'en avais à 12 francs, j'en avais à 14 francs. Donc, mais voilà, j'en ai pris 4 qui sont là. Donc j'ai pris Les 7 sœurs, vous l'avez vu, de Lucinda Riley, le tome 6, qui est La sœur du soleil au livre de poche. Je les lis et mamie les lit aussi. D'ailleurs, elle l'a déjà lu, il faudra que je lui prenne les 2 derniers, le 7 et le 8, puisqu'elle ne les a pas. Dans Les 7 sœurs, on va suivre Passault, enfin, on va suivre des jeunes femmes qui ont toutes été adoptées, les 7 jeunes femmes, par Passault, un richissime homme d'affaires qui vit dans une magnifique demeure nommée Atlantis sur les bords du lac Léman. Et en fait, à chaque voyage qu'il a fait, il a ramené une jeune femme qu'il a élevée comme sa fille, comme ses filles du coup, avec l'aide d'une dame, d'une gouvernante qui a fait office de maman pour les filles. Et au début du tome 1, eh bien, et c'est dans le début de chaque tome c'est pareil, Passault vient de décéder, il avait un grand âge quand même, alors que ses filles étaient toutes dans leur vie quotidienne. Certaines vivent en Angleterre, certaines vivent, je sais plus, moi, à Petelschneid, elles vivent toutes à différents endroits. Et en fait, eh bien, elles n'étaient pas là au moment du décès. Il est décédé chez lui à Atlantis. C'est la gouvernante qui appelle la première des sœurs, enfin celle qu'elle arrive à joindre en premier, parce que certaines, il y a du mal à les joindre selon où elles sont, pour leur annoncer ça. Et en fait, elles vont rentrer, elles vont se retrouver. Mais même lorsque la première des sœurs arrive, eh bien, l'enterrement a déjà eu lieu. Il voulait un enterrement où il n'y avait personne. Il ne voulait même pas que ses filles y assistent, pour pas leur faire cette peine. Et en fait, le corps a déjà été emmené, a déjà été incinéré, puisqu'il voulait se faire brûler, et les cendres ont été répandues dans la mer. Voilà, parce que c'est un navigateur qui adorait l'océan et la mer, en mer Méditerranée. Voilà. Et chaque tome va commencer à peu près de cette façon-là, avec la mort de Passault, puisqu'en fait, Passault avait en sa possession 2 indices, des coordonnées géographiques précises. Par exemple, pour le premier tome, c'était une maison au Brésil précise, et à chaque fois un petit objet qui relie la sœur à ses origines. Ça lui permet, si elle le souhaite, une coordonnée précise, un objet à elle de mener son enquête, quand elle se sent prête, si elle le souhaite, pour découvrir d'où elle vient, déjà de quel pays, qui était sa famille et pourquoi est-ce qu'au final elle a été adoptée. Chaque tome c'est ça, mais je trouve que c'est à chaque fois bien mené. Là j'en ai lu déjà 2, 3 et je trouve qu'à chaque fois c'est différent et à chaque fois on intègre des faits historiques, donc moi j'aime beaucoup. Lucinda Riley, Les 7 sœurs, le tome 6, La sœur du soleil, chez les livres de poche. Et celui-là, je ne sais plus combien je l'ai payé. En France, il est 11 euros. Oui, parce qu'il y a les prix français. Sauf qu'après, à Payot, en Suisse, ils mettent une étiquette juste par-dessus. Mais moi, je l'ai enlevé. Juste pour voir justement les prix. 11 euros. Je pense qu'il était 15 euros. 15 francs suisses, celui-là. Donc 16 euros. Mais voilà. Bref, la Suisse. Ensuite, je me suis pris Les voleurs de tome 1. Les voleurs de fumée, le tome 1 de Sally Green. Aux éditions J'ai lu, format poche. Et là, ça aussi c'est lu. On va suivre en fait plein de vues différentes. On est dans un royaume de fantasy complètement inventé. Il y a plusieurs d'ailleurs royaumes. Vous avez une petite carte ici pour les présenter. Et on va suivre plusieurs personnages. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Voilà, ça aussi c'est déjà lu. Le tome 1 des voleurs de fumée de Sally Green chez J'ai lu au format poche. Lui, il est normalement 9 euros. Je crois que j'ai dû le payer, vu que c'est pas très épais, j'ai dû le payer 13 francs suisses peut-être. Voilà, mais de toute façon ils sont tous plus chers. Hein. Ensuite, j'ai pris aussi Extincta qui, en format poche, s'appelle La dernière histoire d'amour
de Victor Dixon chez PKJ, c'est ça? Oui, PKJ, format poche. Là, on nous dit, je crois qu'on est sur la dernière histoire d'amour avant la fin du monde, quelque chose comme ça. Astrea est née dans les chênes. Océrien est prince de sang. Elle a été exploitée toute sa vie. Il a grandi dans les intrigues de cour. Rien ne laissait présager la rencontre de ses ennemis jurés. Pourtant, le destin va les jeter dans un formidable voyage jusqu'au bout des dernières terres, l'archipel où les derniers humains ont trouvé refuge après le grand effondrement écologique. Une quête pour comprendre comment on en est arrivé là, une passion haletante et l'extinction de l'humanité. Dans un monde qui se meurt, la dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Une grande épopée romantique, à la fois violente et douce, une ode sauvage à la nature, un amour fou scandé par une bougie qui se consume au fil des chapitres, jusqu'à l'extinction finale. Il me fait un petit peu peur, parce que j'ai l'impression qu'on parle de la fin du monde, et c'est un sujet un peu sensible pour moi. Mais il a eu de très bons retours sur certaines booktubeuses que je suis, et j'aime bien Victor Dixon. J'ai envie de le découvrir dans d'autres choses, parce qu'en fait, j'ai découvert avec Vampiria. Alors par contre, Phobos ne m'intéresse pas. Et j'ai lu Cogito, et là, j'aimerais bien aussi lire celui-là. Donc, la dernière histoire d'amour, dit Extincta en version grand format, de Victor Dixon chez PKJ. D'ailleurs, il faut que je le lise cet été. Quand j'ai rencontré Victor Dixon aux Imaginales, il m'a dit qu'il était très bien à lire en été, justement. Le dernier de ces 4 livres, un paillot avec 3 livres, le 4e offert, Sarah Morgan chez HarperCollins, poche destination Happy End. Là, on nous dit frisson et passion sur la route 66. À 80 ans, Kathleen a besoin d'une aventure. Sa fille Lisa insiste pour lui trouver une maison de retraite, alors qu'elle veut précisément le contraire, voyager. Comme lorsqu'elle partait aux 4 coins du monde pour animer son émission touristique. C'est là qu'elle se sentait libre et vivante. Alors au diable les convenances. Cet été, elle partira sur la célèbre route 66 direction la Californie. Lisa est morte d'inquiétude. Sa mère n'est pas raisonnable. Pourquoi ne se satisfait-elle pas d'une vie paisible comme elle? Quoique, entre son travail, son mari et ses 2 filles, Lisa s'épuise à s'occuper des autres. Et c'est sûrement pour ça que Kathleen lui a laissé son cottage en bord de mer, dans le voisinage d'un séduisant chanteur, dans l'espoir que Lisa se laisse gagner par la tentation et envoie elle aussi tout balader. À 25 ans, Martha n'aurait jamais espéré trouver un job aussi excitant. Conduire une vieille dame excentrique à travers les États-Unis. L'occasion rêvée de quitter ses parents et un ex trop collant. Mais lorsqu'un bel autostoppeur croise sa route, les doutes la reprennent. Si loin de chez elle, peut-elle se permettre de se laisser gagner par la passion? Voilà. Donc, Destination Happy End de Sarah Morgan chez HarperCollins en format poche. Celui-là n'est pas lu. Il y a pas mal de poches en fait. Pourquoi? Parce que de poches et romances ou contemporains. Parce que j'ai ma mamie, si vous le savez, qui lit beaucoup. Et elle aime le contemporain et la romance. Et déjà en début d'année 2023, elle avait bientôt plus de stock chez moi de romans et de romances et de contemporains. Même avec les boîtes à lettres, à livres, gentiment, sa pile diminuait. Il lui restait moins de 10 livres. Sachant que certains mois, elle en lit 3 ou 4, si c'est pas 5. Et que, après le décès de ma maman, on a décidé de vivre ensemble. Alors à ce moment-là, elle venait encore une semaine sur 2. Mais je peux vous dire qu'elle en faisait une certaine consommation. Et c'est toujours le cas. Donc j'ai acheté pas mal de poches aussi pour ça. Et là, j'avais fait exprès de prendre pour elle 2 dans ces 4 poches, 2 qui lui conviendraient. Pour qu'elle ait aussi, elle, quelque chose de sympa. Et j'en ai acheté d'autres à côté. En parlant d'acheter, je lui ai aussi acheté Un été dans les Hamptons, toujours de Sarah Morgan, toujours chez HarperCollins Poche. Cette fois, on nous dit « Ta vie, c'est un scénario de comédie romantique ». Si la situation n'était pas si catastrophique, Felicity éclaterait de rire, tant ces mots lui semblent éloignés de la vérité. Pour elle, tomber nez à nez avec l'homme qui lui a brisé le cœur et constater que, 10 ans après, il est toujours aussi sexy et hors de portée, révélerait plutôt de son mauvais karma. Ne s'était-elle pas réfugiée dans les Hamptons justement pour lui échapper? Mais maintenant que Seth l'a retrouvée, Felicity sait qu'elle a une décision à prendre. Passer sa vie à fuir ou à affronter une fois pour toutes les démons de son passé. Voilà.
encore un Sarah Morgan. Pourquoi? Je sais qu'elle aime bien, parce qu'elle avait lu la trilogie, tout comme moi, tout comme maman d'ailleurs, des frères O'Neill de Sarah Morgan, qui se passait dans la station de ski Snow Crystal. Donc, je sais que c'est une valeur assez sûre. Elle a aimé les 3 tomes. Et je crois qu'elle en a déjà lu un de ceux-là et qu'elle l'a bien aimé. Ou peut-être même les 2. Donc voilà, Sarah Morgan, toujours. Un été dans les Hamptons, chez HarperCollins, format poche. Ensuite, j'ai participé à une autre campagne Ulule, Gardien de Solune aux éditions Twinkle Éditions. C'est de Ottawa-Conteville et Amaury Château-Renard. Lui aussi, il vient d'être lu d'ailleurs. On est sur une très jolie petite carte. Je vous l'ai présentée lors d'un haul, blabla. On est sur un récit avec des animaux. Il n'y a pas... Si, il y a des êtres humains. Il y a un grand-père et sa petite fille. Mais c'est des personnages tertiaires. On va suivre en fait plusieurs animaux. Il va leur arriver une histoire dans la forêt. Et en fait, ils vont devoir quelque part s'unir, tout simplement. C'est une fable animalière et sylvestre, en fait. Quand la fausse nuit tombe sur le renard Maboun et la chouette Yule, gardiens du clan de la nuit, doivent sonner l'alerte. Car si les diurnes ont flairé le danger, les nocturnes, eux, s'éveillent au moment où s'abat le fléau. De leur côté, le loup Imbolc et le lièvre Ostara ont pour tâche de sortir l'ours de son sommeil d'hiver. Dès lors, guidés par l'instinct et l'amitié, les gardiens entament une quête pour la sauvegarde de leur habitat et de Solune. Voilà, donc ça aussi c'est déjà lu. J'aurai mon retour à un moment donné, parce que je viens de le lire il y a quelques semaines. Donc autant vous dire que, vu que j'ai plus d'un an de retard, mais voilà. Gardien de Solune, de Ottawa, Conteville et Amaury Château-Renard, aux éditions Twinkle Éditions. Ensuite, j'ai pris le tome 3 à sa sortie, des loups dorés, qui sont donc les créatures de bronze de Roshani Shoshki, chez De Saxus. Magnifique édition. Ils sont magnifiques. Ces bouquins pour cette trilogie, vraiment magnifique. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Encore une trilogie que je n'ai pas finie. Et il ne me manque pas grand-chose. Mais c'est l'histoire de ma vie, hein, tout simplement. Dans les loups dorés, on est dans les années 1900, juste au moment où la Tour Eiffel a été construite avant l'exposition universelle. D'ailleurs, on en parle dans le bouquin 1. Et on va, dans chaque tome, être dans une ville différente. Dans le tome 1, on est à Paris. Dans le tome 2, on est en Russie, dans une ville russe. Et là, si je me rappelle bien, on va aller, vu la couverture, à Venise. Est-ce bien cela? Les canaux hantés de Venise afin de le retrouver. Oui, voilà. Et on suit plein de points de vue différents. On suit Séverin, Enrique, Laila, Hypnos, Zofia. Et en fait, on est dans un récit, on est dans notre planète, en fait, oui, mais un peu différente, puisque la magie existe. Mais on n'appelle pas ça la magie. En fait, il y a des gens qui ont une aptitude spécifique. Chacun a une aptitude, pas tout le monde, hein, mais par exemple, un des personnages me semble... qu'est-ce qu'il a comme spécialité? Un truc avec les fleurs, il me semble. Et en fait, on est sur un récit à quelque part qui mélange un peu historique, faits qui ont existé, faits fictifs, des énigmes, des codes. Ça me fait penser, on en avait parlé avec plusieurs personnes, à quelque part, c'est une personne qui a mis en avant ça et cette personne avait raison, mais je ne sais plus qui c'est. Ça me fait penser à une sorte de Benjamin Gates. Vous savez, avec Nicolas Cage, il y a eu 2 films. C'est tout à fait ça, en fait. Parce qu'on a littéralement, à un moment donné, dans je ne sais plus quel tome, il y a des espèces de messages codés, de machins codés avec des motifs. Et on a, je crois que c'est Enrique qui est très doué là-dedans. Les autres ne comprennent rien et lui trouve la réponse et leur explique et il nous explique, comme dans Benjamin Gates. Et même avec l'explication, on est là... bah, moi, j'ai rien compris. Par contre, la finalité semble logique, mais l'explication nous paraît pas... nous donne pas la lumière, en fait. On est vraiment un petit peu dans ça, avec ce côté magie, mais c'est pas le mot magie qui est exploité là-dedans. Par contre, c'est un univers assez intense, je dirais, assez difficile à vous expliquer.
Ça va pas être de la tarte à faire les avis lecture et à faire les avis que ce soit Insta comme Booktube, hein, parce que mais c'était sympa. Donc ça c'est le tome 3. Je m'excuse avec ce bouquin. En été, enfin il fait chaud, donc enfin on ouvre un peu les fenêtres et filmer à cette heure-là. Il y a plein de motos, de voitures qui passent sous les fenêtres. Bref, comme je disais, c'est donc le tome 3, la fin de cette trilogie. Il ne me manque que ce tome pour le terminer. Mais j'aimerais bien le lire sur le Discord, le coin DLC. Parce qu'en fait, eh ben, on a lu les tomes 1 et 2 sur le coin DLC. Mais je le propose, des fois je le propose et il n'est pas voté en fait. Ça m'énerve un peu. Donc Roshani Chokchi, Les créatures de bronze, le tome 3 des loups dorés chez De Saxus. Magnifique édition. Il nous reste que Caro Emeline, bien cordialement votre employée complètement folle de vous, de Caro Emeline, c'est tout petit, chez HarperCollins Poche, oui, encore une fois. Et là, on va suivre une jeune femme. L'avantage de fantasmer sur son patron, finit de traîner les pieds pour aller au bureau. Dans la vie, Aubrey a 3 fantasmes, Ryan Gosling, Liam Hemsworth et Jace Adam. Jace Adam, le riche businessman qu'on aperçoit dans toutes les soirées branchées de la ville. Le patron de la start-up new-yorkaise numéro 1 est son crush de lycée. Mais attention, si elle s'est fait embaucher dans son entreprise, c'est uniquement pour profiter d'une opportunité professionnelle en or, pas pour le mater en douce. D'accord, elle doit avouer que Jess est encore plus séduisant qu'avant, avec ses cheveux en bataille, sa petite fossette et son charisme d'entrepreneur à succès. Mais Aubrey aussi a changé. Elle n'est plus l'élève timide et réservée qu'elle était à l'époque. Cette fois, elle ne laissera pas cette peste de Serena, l'éternelle petite amie, désormais associée de Jace, lui mettre des bâtons dans les roues. Elle sera une employée modèle et se limitera à des échanges strictement professionnels, ou presque. Lui aussi, il est déjà lu pendant le challenge été glacé de Nina. Voilà, ça a été une petite lecture toute douce, très vite lue, donc bien cordialement votre employé, de Caro Emeline chez HarperCollins, format poche. Et le dernier, c'est le livre Fairy Loot que vous avez déjà vu lors d'un Holland Blabla, Sing Me to Sleep, pardon, de Gaby Burton, édition Fairy Loot donc. Mais je vous la remontre un petit peu. Voilà. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu. Le voilà. Avec la lune derrière. Voilà. Est-ce que c'est la même ou pas? Non, ce n'est pas la même. Voilà, il me fait bien envie celui-là. Il faut que je lise cet été. J'ai pas mal de livres là, de bateaux, etc. Et alors là, si je me souviens bien, j'ai pas pris ma tablette. J'ai oublié de prendre ma tablette avec moi. J'ai pas envie d'aller la chercher. Parce que Sing Me to Sleep est traduit en français. Mais je ne sais plus chez qui. Par contre, je crois qu'ils ont laissé le titre VO, il me semble, hein, de mémoire. Mais il a été traduit, donc vous le trouvez en français. Et je crois qu'on est avec des sirènes. Oui, voilà, Sarwaz Sorkova survit sur les secrets. Elle est la dernière sirène de son royaume. Elle peut chanter pour amener n'importe quel homme dans la tombe. Mais son existence est illégale. Et si sa véritable identité est découverte, ce serait sa propre vie qui serait mise en danger. Voilà, ça c'est vraiment le tout début. Donc on est vraiment sur un récit avec des sirènes, avec la mer. Et il me semble qu'on a une histoire de prince aussi. Je ne veux pas en lire plus parce que comme je vous dis, c'est un récit d'été. Je l'avais eu dans une féerie de juin 2023. Je ne l'ai pas lu et j'aimerais bien essayer de le lire peut-être cet été. Surtout comme il est sorti en plus en VF. Et je crois qu'il a bien plu. Il me semble que c'est Dylan de Vintage Navy Books. C'est comme ça qu'on dit sur Instagram qu'il a lu. Il me semble qu'il l'a lu et qu'il l'a bien aimé. Ou alors il lui fait très envie. J'ai un blanc. Mais voilà, en tout cas, il est sorti en VF et il me fait envie. Donc, j'ai pas... Je vous ai lu la première partie, le premier paragraphe, qui confirme qu'on est sur un récit avec des sirènes. En tout cas, la dernière sirène. Donc, moi, je n'ai pas besoin de plus. On me dit sirène, océan, mer. J'ai pas besoin de plus.
Donc, Sing Me to Sleep de Gaby Burton, l'édition Fairyloot, donc en anglais. Et voilà, on a terminé ce gros book haul. Je vais essayer de regrouper un petit peu les livres. Et voilà, j'ai regroupé un petit peu les livres. J'espère qu'ils apparaîtront un petit peu à l'écran. Voilà, on peut les mettre. Je les prends comme un... Oui, voilà, j'aurais pu faire une photo comme ça, je n'y ai pas pensé. Mais voilà, le book haul est maintenant terminé pour ce mois de juin 2023. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous font envie, si vous ne savez pas quoi mettre un petit emoji, à liker la vidéo, à la partager si le cœur vous en dit. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!